suis ravi de vous accueillir pour cette conférence sur le SIAPRO, un ensemble de conférences qu'on a pensé vraiment, on va dire, en se mettant dans les bottes des agriculteurs. L'idée, c'est de répondre à des questions d'ordre stratégique, technique ou opérationnel que peuvent se poser des agriculteurs. La question de ce matin, je veux déléguer des chantiers, tout faire ou faire faire. Quelle bonne stratégie pour mon exploitation? La sous-traitance, est-ce un abandon ou au contraire un choix assumé d'entrepreneur? C'est ce dont on va discuter avec Geneviève Nguyen, qui est enseignante-chercheuse en économie à Toulouse. Geneviève, tu es co-titulaire d'une chaire dont tu pourras nous parler, la chaire Germea, groupe d'études et de recherche sur les mutations de l'entreprise agricole. Et on a un exemple d'acteur avec Augustin Delagrandière, qui est président et cofondateur de Milpa, qui accompagne la prise en charge d'une transition agroécologique d'exploitation avec une partie de délégation de la stratégie des opérations. On va discuter de ça tout de suite. Moi, de mon côté, je m'appelle Pierre Compère. Je suis ingénieur agro, consultant indépendant. Et j'ai fondé mon cabinet qui s'appelle Explicit pour aider des entreprises et des institutions à détecter, qualifier et révéler l'innovation utile. Cette innovation, elle peut être organisationnelle. C'est dont on va parler aujourd'hui. Je commence avec toi, Geneviève. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà poser peut-être quelques définitions? Qu'est-ce qu'on entend par délégation, sous-traitance? Est-ce que tout ça est synonyme ou est-ce qu'il y a des petites subtilités? Merci tout d'abord à Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation à partager avec vous aujourd'hui. Il y a des travaux que nous avons démarrés il y a 15 ans à peu près avec notamment François Persec dans le cadre de la chaire Germea, mais aussi dans le cadre de d'autres projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, donc des travaux sur justement la mutation de l'entreprise agricole. La chaire Germea, on le précise, hein, il y a des mécènes qui sont des groupes coopératifs agricoles qui se posent ces questions-là. Hein. Comment accompagner ces nouvelles formes d'entrepreneuriat agricole? Voilà, exactement. Donc, une chaire qui a démarré en 2020, donc il y a à peu près 4-5 ans. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette chaire, il y aura une table ronde demain à 12h30 sur le stand de la coopération. Donc, avec les 3 mécènes, la coopérative Ivesia, la coopérative Eterena et la coopérative Euralis. Voilà. Donc, c'est grâce à cette chaire que nous avons pu mener un certain nombre de travaux de recherche, notamment sur la sous-traitance, mais aussi sur l'entreprise agricole. Alors justement, quelques définitions. Sous-traitance, délégation, est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'il y a des subtilités? Alors, la sous-traitance et la délégation, alors c'est vrai que nous utilisons les deux termes. Alors, ces deux termes ne sont pas équivalentes. Si on prend la sous-traitance a toujours existé. Donc, il y a toujours eu des agriculteurs qui ont sous-traité, par exemple, les travaux de culture, les travaux de récolte, pour des questions d'incapacité, parce que la moissonneuse-batteuse qui coûte entre 300 et 400 000 euros, qu'on utilise 2 semaines par an, n'est pas accessible à certains agriculteurs. Donc, tous les travaux de battage et de récolte ont toujours été sous-traités. Par contre, ce qui est véritablement nouveau et ce que nous observons, c'est que depuis les années 2000, il y a véritablement un essor de la sous-traitance, mais aussi de la délégation des travaux. Donc, la sous-traitance porte sur un certain nombre de tâches unitaires et il y a une augmentation, en fait, du nombre de tâches unitaires sous-traitées. Il y a des tâches aujourd'hui qui sont sous-traitées comme les semis, qui sont véritablement, je dirais, des tâches qui sont constitutives du métier d'agriculteur. Et aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui sous-traitent 3 à 6 tâches, voire qui sous-traitent intégralement à tous les travaux de culture pour une production, voire à tous les travaux de culture et d'élevage. Et c'est là où ça tend vers la délégation? Voilà, tout à fait. Et c'est là où nous parlons de délégation, avoir des délégations intégrales qui concernent tous les travaux d'une production ou qui concernent tous les travaux, y compris la gestion d'une exploitation agricole. Geneviève, il faudra que tu poses bien ton micro sur le menton, on t'entendra encore mieux. Donc si je résume, la sous-traitance, c'est je confie un ou plusieurs chantiers à, par exemple, une entreprise de travaux agricoles. Et la délégation, c'est que je confie en gestion, carrément, l'entièreté d'un atelier, voire de mon exploitation. Oui, voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition à la différence, par exemple, de la sous-traitance industrielle. Il n'y a pas de définition concernant la sous-traitance agricole ou la délégation des travaux agricoles dans les textes. Bien qu'il existe des codes NAF qui regroupent ce qu'on appelle les services d'appui aux cultures et à l'élevage.
Mais Le code NAF, c'est les codes qui décrivent toutes les activités de toutes les entreprises. Hein. tout à fait. Mais si on reprend en fait la définition de la sous-traitance industrielle, lorsque l'on sous-traite une tâche agricole, c'est bien externaliser à un tiers, à un prestataire de service, une tâche que l'on peut faire mais que l'on ne souhaite pas faire. Oui, donc ça peut être aussi un choix, soit je ne peux pas, soit je ne souhaite pas le faire, pour pouvoir peut-être le confier à quelqu'un d'autre qui est peut-être plus compétent ou qui me permet d'optimiser certaines charges. Je reviendrai vers toi, Geneviève, dans un instant, mais je vais poursuivre avec Augustin. Justement, donc en un mot, on l'a dit, Milpa accompagne des entreprises agricoles dans leur transition avec, on l'a dit, une forme de délégation, si on reprend le terme qu'on a évoqué à l'instant, de la gestion opérationnelle, ou plutôt stratégique, voire opérationnelle de certains travaux. Quels sont les profils des gens qui sollicitent Milpa? Alors, on peut revenir sur la définition de délégation. En effet, comme Geneviève vient de le rappeler, il n'y a pas de définition vraiment officielle, etc. Et nous, on n'aime pas trop le terme délégation. Puisqu'en fait, un exploitant agricole, quoi qu'il arrive, en fait, c'est lui qui décide à la fin. Il peut utiliser du conseil, évidemment, mais c'est le gestionnaire d'entreprise qui va appuyer sur les boutons. C'est son exploitation qui va payer les factures, les intrants, etc. Après, il peut y avoir différentes formes de conseil. Ce qu'on fait avec Milpa, c'est en effet, on garantit un revenu. Donc, on a une forme d'incentive sur le conseil. Si on fait une erreur, on n'est pas conseillé. Enfin, on dit souvent à l'agricole que les conseillers ne sont pas les payeurs. Nous, on essaie d'inverser ça en disant, quand on conseille quelque chose, en plus, on a une forme d'agriculture innovante en bio-régé. Et ben, si on fait une erreur, c'est nous qui la payons et pas l'agriculteur. Donc voilà, je pense que c'est bien aussi de rappeler des petits chiffres, on dit tout le temps, mais il y a 10 millions d'agriculteurs après-guerre. Je vais prendre l'année 84 parce que c'est mon année de naissance. On est à 1,2 million, 40 ans plus tard, 400 000. Et il y en a encore 200 000 qui vont partir à la retraite dans pas longtemps. La délégation, la sous-traitance, c'est aussi une forme pour garder les petites exploitations. Geneviève, j'ai bien aimé aussi, vous avez raison, c'est le meilleur exemple, c'est la moissonneuse-batteuse. Aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse, le plus petit modèle, c'est 240 000 €, le plus petit modèle. On ne peut pas avoir une moissonneuse-batteuse pour 50 hectares, c'est pas possible. On pourrait aussi rappeler le métier d'agriculteur. Est-ce que être agriculteur aujourd'hui, c'est de conduire un tracteur? Moi, je ne suis pas sûr, je ne pense plus. Il y a l'IA, il y a une autre forme d'IA qui arrive demain, beaucoup plus globale. Je pense que c'est avant tout peut-être être un stratège et penser son assolement, sa stratégie de commercialisation. C'est au moins autant ça que d'être sur le tracteur. Exactement. Moi, par exemple, j'ai adoré, depuis que je suis petit, les tracteurs. Ça m'a donc depuis, je pense, 4 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait énormément d'heures de tracteur. Mais à partir de 30 ans, ça va commencer à moi m'amuser. Aujourd'hui, on a délégué une partie des tâches, même à l'informatique dans les tracteurs. Vous pouvez conduire toute la journée en touchant un bouton toutes les demi-heures pour se retourner. Et encore, les tracteurs autonomes, c'est plus du tout une lubie, ça existe déjà. Donc voilà. Donc c'est quoi le métier d'agriculteur? En effet, nous, on pense que c'est mieux de respecter son sol vivant, donc de bosser sur ces sujets-là, de gérer son entreprise, ses ventes, ses intrants, etc. C'est intéressant parce qu'en fait, on pose la question, et c'est bien tout l'objet du débat, hein, c'est finalement qu'est-ce qu'être agriculteur aujourd'hui? Si on délègue des chantiers, est-ce que je reste encore agriculteur? Donc on est en train de se dire globalement oui, on répond à la question un peu que j'avais prévue à la fin, mais ce n'est pas un problème. Et Augustin, je voulais revenir vers justement quels sont les agriculteurs, donc ils restent en partie aux manettes, on l'a dit, hein, même s'ils délèguent tout ou partie de la gestion de leur exploitation. Quels sont les types d'agriculteurs et les profils qui sollicitent Milpa? Alors, les plus réactifs, justement, quand on a 50 hectares, on préfère quand même les garder parce qu'on est attaché à son territoire, mais on ne peut pas en vivre, on ne peut pas bosser toute la semaine dessus. On peut rappeler des débits de chantier, hein. Une moissonneuse-batteuse, c'est 3 jusqu'à 10 hectares à l'heure. On sème, c'est pareil, 3 à 4 hectares à l'heure. Donc, en fait, 100 hectares, c'est pas beaucoup d'heures. Dans une année, c'est maxi 150 heures. Donc, ça occupe pas une personne à temps plein, ça. Et ça ne permet pas non plus d'amortir une machine qu'on aurait achetée de son côté. Ça pourrait, mais en tout cas, vous avez 11 mois de l'année ou qu'est-ce que vous faites? Vous regardez et voilà. Donc en effet, il y a d'autres tâches. Il y a surtout une taille critique. Il y a une taille critique à... Donc nous, nos clients, en effet, quand on a sous 150 hectares, qu'on veut être plus réactif, mais qu'on veut garder la gestion de son exploitation, d'avoir la main dessus, on peut faire appel à du conseil appuyé, qui est une forme de délégation.
mais tout en gardant le contrôle de son exploitation. Ce qu'on n'a pas forcément, enfin ce qu'on n'a pas du tout même avec le statut du fermage, parce que l'autre solution c'est la location, mais on n'a pas la main sur son foncier. Quand on est propriétaire, je suis propriétaire, j'ai 50 hectares, soit je confie en gestion à un tiers et là je peux avoir la main sur la stratégie, soit je passe en fermage et là par contre, par définition, je transmets le faire-valoir à un tiers qui lui est chef d'exploitation. Tu vas rester, c'est toi qui vas avoir le fin mot de l'histoire, c'est toi qui vas décider, sauf que tu vas utiliser du conseil qui va être 100% expert pour gérer ton exploitation au quotidien. Sauf si en fermage, je mets un fermier et le fermier fait ce qu'il veut sur l'exploitation. Alors si tu es en fermage, tu ne pourras pas avoir un autre fermier, c'est pas possible. Voilà, oui, ok, on s'entend. Je reviens, Geneviève, vers toi sur les différents profils d'agriculteurs qui ont recours à la sous-traitance. Vous avez pu justement un peu distinguer différentes stratégies qui expliquent ce recours à la sous-traitance, voire à la délégation. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui distingue la sous-traitance d'antan, qui est une sous-traitance principalement d'incapacité, par rapport à la moissonneuse-batteuse, aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une sous-traitance dite stratégique. C'est-à-dire que la décision, c'est une décision qui est une décision à part entière, en fait, de la stratégie d'entreprise. Et par rapport à ce changement, on voit apparaître de nouveaux profils d'agriculteurs qui sous-traitent. Donc, on a l'agriculteur qui sous-traite pour optimiser la performance de son exploitation. Donc, réorganiser le travail, réallouer au mieux le facteur qui est le plus rare de son exploitation agricole, qui est la main-d'œuvre, pour pouvoir se recentrer notamment sur des tâches à très haute valeur ajoutée ou encore sur des tâches pour lesquelles il a de l'appétence. Nous voyons également des agriculteurs qui veulent aujourd'hui gérer les risques. Les risques par rapport à quoi? Les risques par rapport aux investissements. Donc, comment réduire au mieux sa charge de mécanisation, sachant qu'aujourd'hui, il y a une augmentation continue de la charge de mécanisation et vous avez la charge de mécanisation représente jusqu'à 40% du budget total d'une exploitation agricole. Vous avez une explosion des prix des intrants et donc il y a aussi une gestion des risques par exemple de travaux comme l'épandage ou encore le traitement phytosanitaire. Vous avez aujourd'hui des agriculteurs qui ne veulent plus s'embêter avec les voisins, par rapport aux travaux de pulvérisation, qui font appel en fait à des sous-traitants, à des prestataires de services qui disposent des machines de précision pour réaliser ces travaux-là. Vous avez également aujourd'hui des profils de personnes qui, pour une raison ou pour une autre, souhaitent justement faire appel à des prestataires de services comme Milpa pour prendre en charge la totalité des travaux ou encore, voire même la gestion de l'exploitation agricole. Pour quelles raisons? Pour tout un tas de raisons, là également, c'est souvent de manière temporaire d'ailleurs, soit parce que l'agriculteur tombe malade, soit parce que j'ai rencontré lors des enquêtes une situation aussi intéressante. Nous avons parlé tout à l'heure de l'installation, de la question de l'installation. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui s'installent en ayant recours à la sous-traitance et à la délégation. Oui, c'est-à-dire c'est dès le départ. On intègre ça dans sa stratégie d'installation. J'ai pensé ma stratégie en pensant quelles tâches je vais assurer moi-même et quelles tâches je vais déléguer à des tiers, que ce soit une entreprise de travaux agricoles, voire, et c'est un exemple qu'on aurait pu illustrer ici aussi, voire carrément en recourant à ce qu'on pourrait appeler une maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire un opérateur qui gère plusieurs ETA pour moi et à qui je délègue la gestion même du recours à ces ETA. Complètement. Donc, ETA pour entreprise de travaux agricoles. Vous avez des exemples d'installations où des jeunes s'installent en collectif sur 60 hectares. Ce petit collectif veut tester en fait une petite installation en maraîchage sur 5 hectares et tout le reste est délégué intégralement à une entreprise de service. Voilà, c'est des exemples. Aujourd'hui, la délégation, à la différence, la sous-traitance, mais aussi la délégation en agriculture, à la différence de ce qu'on observe dans le monde industriel, répond véritablement à de multiples enjeux. À la différence ou même à l'instar, on peut retrouver aussi des stratégies qu'on voyait dans le monde industriel qu'on retrouve finalement dans le monde agricole. Donc tu l'as dit, pour des raisons patrimoniales, je peux garder des terres et faire assurer la gestion par des tiers.
pour des raisons d'incapacité, mais aussi pour des raisons plus stratégiques, que ce soit pour, on va dire, des questions purement économiques et organisationnelles, mais aussi pour des questions de technicité. Et donc, je me retourne vers toi, Augustin. Vous accompagnez la prise en charge de travaux et la gestion globale de l'entreprise, mais avec une stratégie particulière, qui est celle de l'agriculture bio-régénératrice. Donc, peut-être déjà une définition de bio-régénératrice. Et puis, est-ce que justement, la motivation première de vos clients, c'est sécuriser cette transition ou est-ce que c'est vous le moyen que vous avez trouvé pour assurer la gestion et la meilleure gestion des exploitations? Donc, je vais commencer par la définition du bio-régénératif. C'est une certification bio, donc une certification classique, ça en évidemment, c'est voilà, pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, etc. Et on rajoute à ça pas de travail du sol, un sol couvert en permanent, et nous, on vient rajouter en plus des associations de culture quasi permanentes. C'est-à-dire qu'on imite la nature simplement, on imite la prairie, on met une légumineuse, au minimum une légumineuse et une graminée, et il y a des mélanges qu'on aime bien, voilà, des blés, févroles, poilins, etc., qu'on récolte en grain. Donc voilà, c'est ça la définition. L'association de culture dans la même parcelle. Tout à fait. Ça, c'est la définition, c'est une autre définition du bio-régé. Ça, c'est du coup, c'est une agriculture qui est assez technique, qui peut être à risque pour si on ne la connaît pas, alors que quand on a bossé de nombreuses années dessus, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est notre forme aussi quand on arrive, et là, ça peut être temporaire, chez un agriculteur qui peut être chercheur en mode, OK, plutôt que de payer des formations ou quoi que ce soit, je veux voir en vrai, chez moi, pendant 5 ans, comment ça se passe, en étant accompagné par des experts. Donc ça, c'est un cas de figure. On peut compléter sur l'exemple, il y en a plein. On a chez nous, par exemple, des éleveurs qui sont ultra techniques sur leur tâche d'élevage, mais par contre, sur la partie grande culture, hors fourrage, beaucoup moins à l'aise, et on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être expert sur tout. On a plein d'exemples où des parents qui vont partir à la retraite, des enfants qui sont encore un peu trop jeunes pour revenir sur l'exploitation tout de suite, et qui disent on n'est pas encore prêt, on voyage ou autre, pendant 10 ans, je vais rester en délégation, je vais passer sous la délégation, et je reprendrai les terres après, etc. On a plein d'exemples. Mais dans tous les cas, dans tous ces motifs, on va dire, motivation d'agriculteurs qui recourent à vos services, dans tous les cas, vous appliquez cette stratégie, ce mode de production nous, oui. en agri-bio-régénératif. Chez Milpas, le bio-régénératif est obligatoire. Et donc, c'est un moyen d'accès aussi, c'est ce que j'entends. La délégation peut être aussi un moyen d'accès à une technicité particulière, que ce soit de l'agriculture précision ou de l'agroécologie, comme on est en train de... Je suis complètement d'accord avec toutes les définitions de Geneviève. Nous, on a vraiment ça. On a une catégorie de clients, c'est pas pour déléguer, c'est pour voir comment on fait et profiter de tous nos experts. Le dernier point, c'est aussi, on n'en parle pas assez, ou commence à en parler de plus en plus quand même, mais sur la solitude. En fait, quand vous utilisez de la sous-traitance, de la délégation, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, on n'est plus seul à gérer sa ferme, on n'est plus seul à avoir ses problèmes. En fait, on partage les succès, et c'est plus cool de les partager à plusieurs, les succès, et on partage aussi les problèmes. Enfin, c'est une prise de décision aussi. On allège la charge mentale en recourant à un prestataire avec qui on peut échanger sur la bonne stratégie. Ça, c'est important parce que un agriculteur n'a pas forcément de clients, notamment en grande culture. Ça veut dire que vous allez voir votre technicien. Si vous passez en bio-régé, vous ne voyez quasi plus votre technicien. Vous allez voir un peu votre concessionnaire de matos et après, en fait, vous ne voyez plus personne. Je rebondis sur ce que tu dis. Si tu passes en bio-régé, on ne voit plus le technicien. Parce qu'il y a un enjeu de compétence et d'accès à de la compétence pour accompagner cette transition qu'on ne retrouve pas encore assez majoritairement dans des coopératives ou des négoces classiques. Très clairement. C'est pour ça aussi que nous, on garantit un revenu. C'est parce que c'est entre guillemets, comme tout n'est pas encore acquis, il faut qu'on prenne des risques. Et on ne peut pas, quand vous êtes dans le conseil uniquement, vous ne pouvez pas aller faire des trucs que vous ne ferez pas. Tu ne fais pas comme moi qui propose des PowerPoint ou anime des conférences, vous le faites pour de vrai. C'est un peu plus risqué. Ça veut dire que si le client, l'agriculteur n'applique pas assez bien le conseil, on va se planter, etc. Alors qu'avec nous, il n'a aucun risque financier parce que les conseils qu'on prodigue, encore une fois, soit on en récupère la valeur ajoutée, soit on en récupère la perte, mais lui, il est sécurisé par rapport à ça. Je crois de mémoire, c'est 370 € ça dépend des marge opérationnelle, de moyenne, en ordre de grandeur, par hectare, qui est garanti. Donc, on applique ces pratiques-là, accompagnées de sécuriser et avec cette garantie de résultats économiques à la fin. Dernier exemple, peut-être, je crois savoir que vous accompagnez la création aussi d'entreprises. Vous accompagnez ou vous êtes en capacité d'accompagner l'installation. C'est ce qu'évoquait Geneviève à l'instant, où
la question de la sous-traitance fait partie du modèle économique initial. Ouais, pas que, mais on peut l'utiliser. C'est pareil. Alors, nous, on adore installer des NIMA, donc des non issus du milieu agricole. Et la tâche est importante parce que sans NIMA, on fera rien. On n'arrivera pas à renouveler les actifs. Et du coup, là, on dit, alors on a un programme JA où on s'associe carrément avec le JA en minoritaire, on vient le financer, où c'est Milpa qui finance, donc il prend le risque, parce que sinon, au niveau de la banque, le NIMA n'est pas forcément crédible en disant, alors attends, toi, tu connais pas le monde agricole, etc., je vais pas te financer comme Donc ça. vous êtes une sorte de garantie pour les organismes bancaires, voire même, c'est vous qui faites l'investissement initial. Vous êtes co-créateur, vous êtes associé au capital de l'exploitation. Exactement. Et ensuite, on dit, plutôt que d'avoir, donc là, on a un NIMA qui débute, même s'il passe dans une phase de formation, etc., mais il va pas avoir tout d'un coup tout le matériel. Pour nous, ça, c'est pas logique. C'est-à-dire, dès la première année, je sais pas moi, vous étiez consultant, et l'année d'après, vous êtes agriculteur en un mois. Donc, une fois que la ferme est cédée, etc., ça va très vite. Le tracteur, les outils avec un matériel. Exactement. Si, on peut avoir un tracteur, un semoir. Donc, ça, c'est un autre modèle sur le modèle GIA. C'est possible, mais pas tout d'un coup. C'est complètement utopique de vouloir tout faire. Génial, je reviens vers toi. Donc, ce type de modèle-là, où la question de la sous-traitance et finalement, je ne fais pas tout seul. Est-ce que dans les échanges que tu as avec la profession, ça semble être un nouveau modèle classique ou qui pourra devenir classique, ou est-ce que ça reste encore un peu alternatif, pointé du doigt, un peu méfiant? On n'est pas quand même un vrai agriculteur, qu'on n'est pas tous les jours sur son tracteur. Est-ce qu'on entend ça encore? J'espère que non, mais... Ça va beaucoup mieux, mais c'est intéressant parce qu'au début, tu disais, tu n'es pas d'accord avec l'usage du terme de délégation, mais il se trouvait que en fait, le terme de sous-traitance était un terme vraiment tabou il y a 10 ans de ça. À l'époque, en fait, certains prestataires de services, voire certains agriculteurs préfèrent utiliser le terme de délégation. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, on a quand même 6 agriculteurs sur 10 qui ont recours à la prestation de services. Depuis 2000, entre 2000 et aujourd'hui, vous avez quand même donc plus de 50% donc, des entreprises agricoles qui ont recours de manière notable. Alors, notable, ça veut dire quoi? C'est qu'elles délèguent plusieurs tâches, voire elles délèguent intégralement donc, l'ensemble des travaux de culture à des prestataires de services. Il faut rappeler également que côté ETA, donc entreprise de travaux agricoles, donc c'est quand même la catégorie de prestataires qui domine en fait le marché, donc qui prend en charge 77% donc des heures de prestation de services. Le nombre d'ETA a bondi de 20% donc en espace de 16 ans. Et on en est à combien là? 1500, je crois, aujourd'hui, 1500 entreprises de travaux agricoles? On est 16 000, donc les derniers chiffres donnent 16 000 ETA. Ah, 16 000 ETA, oui, j'ai un 0 de... Ouais, je manquais un 0. Il y a quelques ETA donc, dites fiscales, mais quand même une grande majorité, ce sont des véritables prestataires de services. Et ce qui est important, donc au-delà du chiffre du nombre d'ETA, c'est le chiffre des salariés dirigeants d'ETA. Donc aujourd'hui, on est à environ 140 000 actifs et le chiffre a bondi de 60% en l'espace de 10 ans. On le redit alors, on a aujourd'hui 16 000 entreprises de travaux agricoles, un chiffre qui a bondi pour atteindre ce niveau-là de 20% en 16 ans et tu l'as dit, 140 000 actifs qui travaillent dans des entreprises de travaux agricoles et qui assurent du coup la gestion d'opérations pour les SIA. Ouais, on en a beaucoup plus en fait, puisque chaque agriculteur est un peu prestataire de service. Il a droit d'avoir une partie de son chiffre d'affaires, 40% et ou 100 000 euros, etc. Donc nous on le voit, en fait on a beaucoup de prestataires, voisins, etc. qui sont aussi agriculteurs. Complément de revenu, c'est un revenu qui n'est fixe, qui n'est pas lié à l'aléa de rendement ni à l'aléa de prix. Donc, c'est aussi une pure réactivité de chaque agriculteur. Donc, en gros, chaque agriculteur qui a du matériel devient de facto un peu également prestataire. Augustin, de ton côté, comment ça marche concrètement? Vous êtes vous-même entreprise de travaux agricoles. L'agriculteur joue lui-même le rôle de travaux agricoles ou est-ce que vous mobilisez des ETA tierces? On a les deux. Alors, je rajouterai à ça, on n'en a pas parlé, mais on a aussi les CUMA. On a aussi le partage des ETA communes, etc. Enfin, il y a pas mal de... On utilise tout, nous. Ça veut dire que soit l'agriculteur a lui-même son matériel,
Soit c'est le voisin qui n'est pas forcément une ETA, soit c'est une ETA full service. Nous, on est 100% en bio, donc c'est pareil. Oui, il faut savoir trouver les Il compétences. va saturer son outil de production parce que du coup, une vraie ETA dans les 16 000, l'ETA qui est professionnelle, elle, son souci, et c'est pour ça que c'est un métier différent du métier d'agriculteur, c'est de faire tourner de janvier à décembre son parc, son matériel. Il y a dedans une partie même mécanique, hein, ça veut dire que souvent, c'est des gens qui ont des ateliers, etc. C'est un autre métier, vous voyez, que l'agriculteur, comme on peut l'imaginer. Donc j'entends, c'est du sur-mesure, quoi, à chaque fois. Exactement. Geneviève, tu veux réagir? Oui, par rapport aux ETA, parce que je vois quelques regards qui s'interrogent sur le rôle des ETA, les rôles des CUMA. Alors, les CUMA, c'est vrai que sont traditionnellement des coopératives de machinisme agricole. Geneviève, pardon, en collant bien ton micro sur le menton. Ah oui, donc qui partagent, en fait, ce sont des agriculteurs qui sont copropriétaires d'une machine et qui partagent l'usage de cette machine. Il se trouve que depuis 2016, les CUMA ont la possibilité de devenir un groupement d'employeurs, donc embauchent des salariés pour conduire les machines et proposent des services dits de chantier complet. Autrement dit... Donc je ne loue pas que la machine, je loue la machine et le conducteur et qui assure la prestation de service que je requiers. Et un certain nombre de CUMA mettent en avant donc, ce service qui s'apparente pour nous à de la délégation des travaux. Donc voilà. Je reviens sur le regard que peuvent porter des organisations professionnelles agricoles en local, des agriculteurs eux-mêmes en local. Quel accueil vous a-t-on réservé chez Milpa? Je sais pas. Alors, chez Milpa, on ne fait pas de politique. Hein. Nous, on est une boîte d'agriculteurs. C'est par les agriculteurs pour les agriculteurs. On ne fait pas de politique, etc. On ne s'occupe pas trop du reste. On fait notre boulot en bas et il faudrait leur poser la question. Et en termes juste en local, comment les voisins d'un de vos clients regardent votre collaboration? On est hyper bien accueillis. En fait, c'est pareil, on est totale transparence. Nous, c'est une offre de sécurité, tranquillité, mais on est aussi en totale transparence, complètement en open source. Et donc, pour l'ETA, c'est aussi un moyen d'apprendre en mode, tiens, ils font ça. Ah oui, tiens, ils vont direct dans le découvert. C'est des malades. L'ETA que tu mobilises, ça les amène à monter en compétence aussi parce que... Mais le voisin, l'ETA, etc., c'est-à-dire que comme on est complètement ouvert, on dit... franchement, on est tout le temps bien accueillis en mode, je regarde ce qu'ils font, c'est assez marrant, tiens, ils utilisent telle espèce dans leur mélange, j'avais pas pensé, etc., etc. Pareil, on utilise des têtes de compost également, donc ils sont toujours hyper intéressés de savoir comment c'est pratiqué, etc., etc. De toute façon, c'est gagnant, parce que au minimum, ils vont diminuer leur phyto, et au maximum, ils vont l'enlever tout en gardant leur chiffre d'affaires. Ils ont tout à apprendre. D'accord. Tout à gagner, pardon. Je vois que ça continue de discuter sévère là-bas, donc ce que je vous propose, c'est qu'on reste ici tranquillement entre nous et que je me tourne vers vous pour éventuellement prendre une ou deux questions. Qui se lance? Qui aurait une question à poser ou un commentaire à faire sur ce qu'on a discuté? Je vous approche le micro, vous vous présentez et puis... Benoît Mascret, donc je suis agriculteur. Je voulais savoir sur quelle base vous garantissez un revenu. Partez de quoi pour dire pendant plusieurs années vous garantissez tel revenu à l'hectare, quoi. J'ai un peu de mal à comprendre. Alors, en moyenne, alors ça va dépendre des zones, mais en moyenne, on est à 370 € par hectare. Après, on peut adapter. Garantie. Et alors, dans cette garantie, c'est un résultat opérationnel, c'est-à-dire qu'après, il reste le foncier, sa compta, etc. C'est-à-dire que si, dans votre exploitation, vous achetez une Ferrari, bah, évidemment, on ne va pas prendre ça en charge dans cette garantie. Donc voilà, 370 qu'il faut retenir. Et après, ça va dépendre des zones. Plus on monte dans le nord, ça peut un peu changer, etc. Et si je vais au-delà de 370, l'agriculteur récupère ces 370 et le surplus va dans la poche de Milpa. C'est comme ça que vous vous rémunérez. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le faire. C'est pour notamment la mutualisation des risques. C'est parce qu'au niveau d'une exploitation, on peut être en négatif aussi, ça arrive. Mais ça n'arrive pas sur l'ensemble de nos exploitations. C'est-à-dire qu'une exploitation, elle est soumise au risque. Regardez, quand vous regardez les rendements nationaux, ils évoluent très peu. La moyenne française du rendement blé, il varie très peu. À l'échelle d'une ferme, il varie beaucoup plus. Et du coup, en fait, à l'entité ferme, c'est beaucoup plus risqué. Bon, je vais prendre un exemple un peu bête. Un orage de grêle, il peut être 100% sur une ferme. Il n'est pas 100% sur la France, ni 100% sur un département. Donc, en fait, notre délégation, enfin, notre gestion d'exploitation par la garantie de revenus, c'est aussi utiliser la mutualisation des risques pour pouvoir garantir un revenu. Et on le fait sur 5 ans. On adore, nous, au départ, en disant, tiens, c'est un peu élevé votre garantie de revenus. Et au bout des 4 ans, de dire, les gars, ok, j'ai compris, ok, vous êtes carrément dessus, je reprends. Donc nous, c'est complètement ok avec ça.
la forme temporaire, elle est dans notre offre. La prochaine, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfin, on s'engage sur 5 ans quand même parce qu'il y a une dimension de transition qui reste à accompagner sur le temps long. Exactement. Donc il y a un engagement de 5 ans. Oui, parce que le plus dur, c'est les deux premières années quand même. Donc on a, dans cette forme de mutualisation, on a besoin d'avoir 5 ans. Par contre, on est toujours là pour, en fait, avec tous nos clients, on est vraiment là pour pratiquer pour le coup une agriculture heureuse. C'est-à-dire qu'il y a si on sent, pour X ou Y raison, si l'agriculteur dit, ben non, Ça correspond pas, etc., évidemment, on s'arrange. Ok. Et donc, du coup, l'idée dans la mutualisation de risque, c'est qu'on s'engage sur 5 ans et en plus, 1000 pas à plusieurs exploitations et donc peut mutualiser les risques entre les exploitations. Mais grosso modo, on part du chiffre d'affaires, on enlève les charges opérationnelles, un peu de temps de travail en fonction du rôle de l'agriculteur et à la fin, si. T'as oublié les mécas quand même. La méca, comme la Geneviève, c'est 50% du coup. Donc, notamment en bio-régénératrice. Total chiffre d'affaires, moins total intrant, moins méca. Il reste plus normalement que son coût du foncier, ça dépend comment on est structuré. Et le temps de travail du coup? Le temps de travail, non, on ne le met pas dedans, mais avec nous, le temps de travail, il est beaucoup plus. C'est-à-dire que les opérations sont gérées au quotidien. Ça veut dire que vous avez un responsable de territoire, donc qui est un salarié 1000 pas, qui est comme le terme dans l'entreprise, c'est l'operating partner ou chef de culture. C'est-à-dire que vous avez un chef de culture que vous ne payez pas, qui vient quasi toutes les semaines faire ce boulot-là de OK, tout va bien, là, etc. Enfin, qui fait ce boulot de chef de culture, mais sans avoir une facture bête et méchante à payer. D'autres questions, d'autres commentaires? Qui se lance? C'est bon? Ah si, j'étais sûr. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Olivier Lamotte. Moi, je travaille chez Bilpa. Et j'ai une question pas pour Augustin, mais pour Geneviève sur quelle est l'évolution justement des ETA à 10 ans? Est-ce qu'on aura de plus en plus d'ETA avec notamment l'augmentation du prix des machines? Ou quelles sont vos perspectives sur ce changement du tissu opérationnel agricole français? Je veux bien commencer à répondre. Donc, ce que nous observons au travers de nos travaux, c'est que le marché est en cours de structuration et côté offre, nous avons une sélection des ETA. Vous avez des ETA qui sont des petites ETA dont l'agriculteur en fait a créé pour amortir un matériel dont le revenu n'est pas le revenu principal. Et par conséquent, donc voilà, on voit en fait nous dans nos chiffres une disparition de ce type d'ETA. Par contre, vous avez des ETA qui sont des ETA multiservices, qui ont des salariés, qui s'agrandissent, voilà. Donc des ETA qui envoient en fait un double mouvement à la fois de sélection d'ETA, mais aussi d'agrandissement d'ETA au travers de l'embauche de salariés. Après, il faut savoir que les ETA sont des entreprises comme les autres, et notamment ce sont des entreprises aussi agricoles qui connaissent en fait les mêmes soucis que les entreprises, les producteurs agricoles, et qui connaissent aussi des problèmes de charge de mécanisation qu'il faut maîtriser, des problèmes d'embauche. De recrutement, ouais, je veux dire, il faut être compétent pour pouvoir travailler en entreprise de travaux agricoles. Mais je pense que c'est un secteur qui a encore de beaux jours devant lui, puisque quand on regarde les chiffres de la démographie agricole, quand vous avez 200 exploitations qui vont se libérer, avec des taux de renouvellement qui sont inférieurs à 1, donc on ne renouvelle pas 1 pour 1, donc les exploitations agricoles à aujourd'hui. Et si vous multipliez par la surface moyenne d'une exploitation agricole, vous avez en fait des chiffres qui donnent le vertige sur la surface qui va être libérée. Je ne me risque pas trop à faire le calcul, mais c'est grosso modo 4 millions d'hectares de SAU qui vont se libérer donc, à l'horizon de 2030. Et donc, il faudra bien les gérer, quoi. Voilà, ça part où? Augustin, comment on gère, vu que vous travaillez sur plusieurs exploitations, avec plusieurs ETA, comment on gère le hiatus entre un enjeu d'optimisation logistique du matériel et un enjeu agronomique, d'intervenir au bon moment, au bon endroit, et surtout quand on est dans des approches bio et en agriculture régénératrice, où la question de l'observation, de la détection du traitement ou de l'action est très sensible aux conditions environnementales. Comment on gère
La logistique versus l'agronomie. Alors, c'est pour ça que nous, c'est un autre métier que l'ETA pur et dur. Pourquoi ? Parce que nous, en fait, on a plutôt intérêt à pas faire tourner la méca dans nos champs. Ça veut dire que nous, le but du jeu, c'est, à travers du sol, c'est, quoi qu'il arrive, nocif pour le sol. Et du coup, nous, si on pouvait à chaque fois ne faire que semer et récolter, on y arrive, pas à 100%, on y arrive une bonne partie, et ben nous, on est très heureux avec ça. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est complètement un autre métier que l'ETA pur et dur, où l'ETA, elle est là pour faire tourner son matériel, maximum d'hectares en minimum de temps, avec le minimum de coûts. Ça, c'est le vrai métier, la base de l'équation d'une ETA. Nous, c'est complètement différent, c'est quasi l'inverse, c'est je veux quasi pas utiliser de travail du sol, je ne veux juste semer, récolter. Je connais mon coût, c'est-à-dire que il y a un prix de marché des ETA. Que vous ayez une moisse-batte de 1000 chevaux ou de 100 chevaux, c'est peu ou prou 100 € par hectare, ça ne change pas grand-chose. Les débits de chantier ne nous concernent pas. Ensuite, après, sur l'opération, justement, c'est énormément d'observation, de suivi, de formation, de mutualisation des compétences. Ça, assuré par l'agriculteur. Alors ça, c'est assuré par Milpa. Ça veut dire que c'est sa force, c'est sa capacité d'innover, sa R&D, etc., etc. Et là, c'est pas du tout un métier de terre. C'est-à-dire qu'un métier de terre, il n'a pas le temps de bosser sur le vivant, il n'a pas le temps de bosser sur le rapport bactéries, champignons, etc., etc. Donc c'est pour ça que même ce métier-là, au milieu des ETA et des exploitants, d'assistant en maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Je pense qu'il est important, en effet, les chiffres sont dingues, mais les ETA ne pourront pas tout faire. Et aujourd'hui, finalement, c'est pour ça qu'on parle de délégation, c'est qu'on avait confié cette tâche aux ETA en mode, tu vas tout faire. Tu vas faire mon exploitation, et puis tiens, tu pourrais faire ma déclaration PAC. Et qu'est-ce que je t'aime cette année ? Et en fait, c'est pas du tout dans le métier des ETA. Nous, on a des ETA qui nous demandent en disant, s'il te plaît, viens. Pourquoi ? Parce que du coup, il a un professionnel avec qui il peut parler. Vous n'avez pas tous les clients qui appellent en même temps, je veux être semé, etc. Vous avez un intermédiaire avec qui vous entendez, vous êtes en partenariat, et c'est une relation différente que le client pur et dur. Et après je te fais réagir Geneviève, mais si je te comprends bien, en gros on avait historiquement un agriculteur qui était stratège, tacticien, opérateur. Aujourd'hui, on arrive à déléguer ou sous-traiter tout ou partie de ces trois étapes. C'est la stratégie, la déléguer. Après, on n'est pas là, ça sert à rien si vous avez un agriculteur qui a une taille critique importante dans son exploitation, qui est hyper bon techniquement, etc. Ça veut dire que il a besoin de personne, mais il est à 100% de son exploitation. Par contre, il y a un paquet de cas où si on a par exemple que 100 hectares en agriculture, on fait comment ? On devient expert sur 100 hectares, etc. Mais en fait, il n'y a pas la place. Et économiquement, la taille critique n'est pas là. Ça, c'est de la faute du marché. Enfin, on peut parler. En tout cas, c'est une réalité. Ouais. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme de délégation, cette forme de conseil. C'est aussi hyper important pour garder les petites structures. Parce que c'est des fermes qui restent, finalement, même si elles ont une forme différente. Mais c'est des entités juridiques, etc., qui restent. C'est des fermes qui sont gérées dans leur propre... Et du coup, nous, par exemple, on a des clients, notre plus petit client, c'est 50 hectares. Et elle fait comment une ferme de 50 hectares pour exister si on n'existe pas ? Ouais. De l'intérêt, c'est intéressant, tu emploies le terme délégation et conseil. Et là encore, voilà. En fait, je préfère le conseil que délégation. C'est-à-dire que délégation, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que, nous, c'est plutôt du conseil. C'est même si on devait reprendre les codes NAF, etc., c'est vraiment du conseil. Et je choisis des experts avec, du coup, qui vont faire ce conseil-là du quotidien. Et la délégation, elle est plutôt sur l'ordre de la prise de risque, vu la garantie de revenus que vous mais c'est quand même aussi du conseil avec un variable. C'est pour ça que la délégation, c'est je transmets tout, je regarde rien. C'est pas du tout comment ça se passe dans la réalité. Et même le terme délégation, du coup, même juridiquement, il tombe à côté parce que si on délègue tout, c'est-à-dire qu'après on pense à l'agriculteur, le statut de l'agriculteur actif, etc. C'est impossible d'avoir son exploitation et d'être 100% de délégation. C'est-à-dire qu'il faut quand même à un moment donné appuyer sur le bouton. Ouais. Les factures, encore une fois, les intrants sont sur la ferme, les produits sont également sur la ferme, tout est en totale transparence. Et donc du coup, à un moment donné, il y a bien un gérant juridique, donc il ne peut pas déléguer 100%. Voilà, il y a bien un gérant à chaque fois. Geneviève, tu voulais réagir rapidement ? Non, simplement pour dire qu'effectivement, le marché se structure aujourd'hui autour de nouvelles figures de la prestation de services, notamment des assistants à maîtrise d'ouvrage qui vont servir d'intermédiaires entre des entreprises de travaux agricoles et ceux qui veulent déléguer. Et donc, vous avez des chefs de culture, notamment, qui jouent ce rôle d'intermédiaire, mais vous avez tout un tas de dispositifs, comme les cercles de change, voilà, comme des acteurs comme Milpa aussi. François, après Com et après ces messieurs.
Pardon. Une question. Bonjour François Pursec, j'avais une question à Augustin. Comment animez-vous en fait le pool d'entreprises de travaux et comment vous accompagnez aussi ces pools éventuellement en compétences, en montée en compétences parce qu'il y a quand même un enjeu autour du renouvellement des actifs aussi dans les ETA elles-mêmes et il y a un enjeu aussi autour de la montée en compétences des salariés des entreprises de travaux. Ouais. Alors ça, franchement, là-dessus, on a rarement à apprendre des choses à nos entreprises de travaux agricoles, c'est-à-dire qu'elles sont 100 fois plus fortes que nous sur ces sujets de mécanisation, de mécanique ou autre. Après, par contre, elles vont rentrer dans notre propre cahier des charges. Donc là, on va plus parler basse pression, on va plus parler technique. On va apporter un éclaircissement sur le choix d'un semoir semi-direct ou autre. Mais pour le reste, je peux vous dire, les ETA, elles sont au top niveau. Ça veut dire que choisir telle ou telle marque, faire baisser la consommation, etc., c'est ça. Et on voit bien que c'est complètement un métier différent. C'est-à-dire que quasi nous, c'est cette partie-là où on peut être nul. Donc on les fait pas monter en compétence là-dessus. C'est plutôt sur les agriculteurs plus actifs ou sur des sujets de suréquipement. Là, on peut intervenir en disant, je vais reprendre l'exemple de la moissonneuse batteuse à 250 000 euros en mode, on peut pas avoir une machine à 250 000 euros. Et on compare les coûts, notamment avec les coûts de terrain en mode, voilà, le prix de marché, c'est plutôt 130 euros par hectare, 130 euros par hectare, etc. Là où on peut venir, c'est plus sur les petites ETA, où on invite, par exemple, une ETA à dire « Attention, tu as un mauvais coef de GNR, donc ça ne va pas le faire du tout. » De temps en temps, on a des ETA qui sont plus actifs aussi, ou qui sont pas dans le marché, qui sont encore restés sur du 80 euros par hectare. Et ça ne marche plus en mode « Là, tu perds de l'argent, tu ne devrais pas faire ça. Mets-toi au prix de marché. » Voilà, il y a aussi, en effet, de tarifs d'entraide, etc., qui peut les indiquer. Donc, on va venir en support là-dessus. Pour le reste... Et sur des dimensions plus techniques de paramétrage, d'accès à l'innovation numérique, digitale, est-ce que là, vous êtes amené à, ou même sur des dimensions agronomiques, les amener à contribuer à la montée en compétences? Ouais, mais sur la partie agronomique, en fait, on leur demande d'effectuer telle ou telle tâche. Mais quand on leur demande un passage de T-compost, pour le coup, avec Cuneter, on n'a pas 10 000 heures de discussion sur j'ai pas dans T-compost. Ouais, ils sont exécutants de la le tâche. T-compost, tu épands le T-compost avec telle température et autres, et c'est fait. Et c'est par l'expérience peut-être et les discussions qu'ils ont. Voilà, c'est pas au niveau de l'ETA, on n'a fait pas monter en compétence là-dessus, c'est chacun son métier, quoi. Geneviève? Alors, peut-être pour compléter votre réponse et pour répondre à François, donc aujourd'hui, il existe des fédérations régionales d'entrepreneurs de travaux agricoles qui montent des formations en collaboration avec les lycées agricoles pour former en fait des salariés pour les entrepreneurs de travaux agricoles. Vous avez également des dispositifs qui, pareil, donc en dehors des fédérations régionales, qui ont pris en charge complètement, compris à bras le corps ce problème de renouvellement des actifs au sein donc, des entrepreneurs, des prestataires de services et qui ont monté des agences d'intérim et qui offrent des formations aussi pour fluidifier la relation entre le prestataire de services et son salarié et la personne qui va avoir recours à la prestation de services. Donc on voit que c'est un secteur qui aussi innove énormément sur ces aspects-là. Pour ça, Pierre, pour compléter en fait, notamment dans notre activité, on va soulager le TA sur le côté on s'occupe de ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, etc. Et le TA n'a plus qu'à s'occuper de son exécution. D'optimiser l'opération. Et du coup, là, on va planifier, etc. Donc, son boulot est plus simple avec nous. Et voilà. Comme bonjour, je m'appelle Com, je travaille dans l'irrigation. Moi, c'était une question plus pour Geneviève. Comment vous voyez dans l'agriculture aujourd'hui évoluer des entreprises comme Milpa pour aller plus vers une délégation stratégique? Parce que là, on a beaucoup parlé de matériel et de... Voilà. Est-ce que vous voyez des entreprises qui se créent, qui se développent comme Milpa pour faire vraiment de l'accompagnement avec des chefs de culture et si oui, dans quelle proportion? Alors, il est difficile. Alors, ces nouvelles figures d'acteurs que on appelle en fait des assistants à maîtrise d'ouvrage. Donc, ils se situent vraiment à l'interface entre ceux qui souhaitent sous-traiter ou déléguer les entreprises de travaux agricoles, voire même des firmes de l'agrofourniture ou encore des industries agroalimentaires. Donc, ces acteurs qui sont au cœur de l'écosystème productif agricole
on les voit se développer, mais il est très difficile en fait de les quantifier parce qu'il n'y a pas de chiffres. Donc, on a des difficultés à les quantifier, mais c'est véritablement une nouvelle figure de la sous-traitance et la délégation. Donc, des chefs d'orchestre véritablement qui vont presque prendre en charge la question de la pro à l'échelle d'un petit territoire. Augustin, est-ce que vous qualifieriez Milpa d'assistance à maîtrise d'ouvrage? Oui, si on veut. Le terme un peu barbare, on va plus loin que ça quand même. Alors, je reviens juste sur les phytos. Nous, en effet, quand on a alors on peut dire des régisseurs, des assistants maîtres d'ouvrage, tout ce qu'on veut, qui, du coup, ont la responsabilité des commandes fournitures, etc. Et si en plus, on vend des phytos de l'autre côté, c'est-à-dire vendre des phytos et conseiller sur l'utilisation des phytos, nous, on pense que c'est quand même une ligne rouge à pas trop franchir. Je reviens juste sur les chiffres comme ça restera minoritaire. Par contre, il y a 25 millions d'hectares, il y a 14 millions d'hectares de grandes cultures. Ça restera minoritaire. Alors après, est-ce que minoritaire, c'est 10-15%? Donc en effet, ça fait un gros marché parce qu'il y a beaucoup d'hectares, mais ça restera minoritaire. Et encore une fois, c'est une solution pour les petites exploitations. Une question. Plutôt un témoignage. Maxime, pour le cabinet héritage, du coup, je mets un peu les pieds dans le plat, mais il y a tout ce qui est chantier technique et chantier administratif. Merci comme pour la transition. Avec le cabinet héritage, on se dit EPA et non pas ETA, et on veut essayer de piloter tout l'administratif des exploitations agricoles. On est dans la ligne de Milpa, mais plus sur la partie administrative. Une question va revenir après, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui se sont positionnés sur ce secteur-là? Je pars du constat, après être intervenu dans plusieurs lycées agricoles du département 64 notamment, que les jeunes, quand ils se projettent dans le milieu de chef d'exploitation agricole, ils se projettent avant tout sur le métier d'agriculteur, de cultivateur, d'éleveur, et pas forcément sur le métier de gestionnaire d'entreprise. Et il y a un enjeu à les accompagner sur ce métier-là. Donc je suis preneur de votre avis sur tout ça, et c'est quelque chose, et en tout cas c'est le défi qu'on a mené qu'on veut mener avec le cabinet héritage. Donc une entreprise de pilotage agricole et non pas une entreprise de travaux agricoles. C'est un schéma qu'on retrouve dans tes travaux, Geneviève? Oui, alors complètement. Alors en plus, la frontière, elle est parfois difficile à tracer, hein, parce que vous avez des propriétaires fonciers qui délèguent intégralement les travaux de culture, mais voire même la gestion administrative et financière de leur entreprise, de l'entreprise agricole dont ils sont propriétaires, en gardant toutefois donc, la maîtrise des prises de décision, hein, c'est-à-dire des décisions stratégiques, et qui délèguent intégralement à des entrepreneurs de travaux agricoles qui sont en capacité en fait, de mener à la fois la partie technique et la partie administrative. Donc effectivement, on trouve dans nos enquêtes ce type de figure. Alors, ça ne concerne pas, bien entendu, tous les entrepreneurs de travaux agricoles parce qu'il faut véritablement une montée en compétences. Mais aujourd'hui, oui, vous avez en fait des figures de prestataires en capacité de mener à la fois la partie technique et à la fois la partie administrative et financière. Augustin, de votre côté, la partie administrative et financière, elle est assurée par Milpa? Ouais, on s'en occupe. Alors, pas toutes, ça veut dire qu'on ne fait pas la compta, etc. Mais on peut faire du déclaratif, notamment sur la PAC et autres. Après, la délégation complète avec la comptabilité, etc., nous, on ne la conseille pas. Enfin, elle est quand même dangereuse. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est votre exploitation, votre société. À un moment donné, quand on sous-traite tout, c'est bon, voilà. C'est un autre modèle. Monsieur. Oui, bonjour, Guillaume Favoreux, expert foncier agricole à côté de Toulouse. Intervenant cet après-midi, si je fais erreur. C'est ça. J'aurais deux questions pour Monsieur de la Grandière. La première, c'est concernant votre schéma. J'ai pas très bien compris qui s'occupait de la commercialisation du produit et en fonction, comment vous assurez ces fameux 370 € par hectare. Et la deuxième question, c'est savoir si vous intervenez uniquement envers des exploitants qui sont propriétaires
Et s'il y en a qui sont également locataires, comment vous gérez le risque ou comment vous appréhendez le risque par rapport au statut du fermage et à l'obligation de l'agriculteur de participer effectivement aux travaux sur ces terres? Alors, la première question, oui, la commercialisation s'en occupe, mais on travaille avec les coopératives du secteur, donc on n'invente rien. C'est-à-dire sauf si vraiment il n'y en avait pas sur un mélange dédié spécifique, on pourrait transporter un peu plus loin, mais voilà, on travaille. C'est des commodités, hein, ce sont des matières premières, on ne fait pas la transformation, donc on trouve les acteurs négoces, coopératifs du coup. Ça, c'est pour la première question. La seconde, Est-ce que c'est que pour les propriétaires exploitants? non, c'est aussi des locataires, ça change. Alors, même le risque que vous évoquez, s'il n'y avait pas d'acquis avec les propriétaires exploitants, ça serait exactement le même risque. Le risque, il est plutôt si 1000 pas se positionner en mode je te requalifie mon contrat en stade du fermage. C'est là où, quand on est en direct avec des ETA, ce système est très dangereux. Avec nous, c'est pas possible puisqu'on rajoute un sous-traitant. 1000 pas n'a pas un boulon de tracteur ni une roue de tracteur dans son actif. Donc, quand vous rajoutez un autre tiers, vous vous sécurisez par rapport à ce statut de fermage. Et après, la définition de l'agriculteur actif, comme vous l'avez évoqué, en mode on a l'obligation de travailler sur une ferme. Bah, ça est vraiment à discuter par pas mal de gens parce que si vous avez des ouvriers et vous ne montez pas sur votre tracteur, est-ce que vous déléguez vos travaux? Est-ce que quand vous êtes en crédit bail, il a acquis le tracteur, il n'est plus à vous, vous le louez à la banque, etc. Donc, cette définition-là, elle est hyper compliquée. Est-ce que être propriétaire d'un tracteur, c'est être agriculteur? Vous voyez, la définition de l'agriculteur actif, elle est... Tout ce qu'il faut, c'est que l'agriculteur actif, en effet, appuie sur les boutons et c'est ce qui se passe avec nous, en mode, nous te conseillons fortement de faire ça, de mettre telle association ou autre, mais le bouton final passe. Et ça, nous, c'est bien processé dans nos méthodes. Le bouton final, c'est lui qui appuie en mode, non, je fais ça, oui, je suis d'accord avec ça, non, je suis pas d'accord.